Bon, faut qu'on parle de Gareth Southgate. On va parler de l'Angleterre. Salut à tous, bienvenue sur la chaîne du Club des 5. Je suis très heureux, je suis très content d'être avec vous. On va parler des Three Lions, on va parler de l'Angleterre, de Gareth Southgate, parce que certes, c'est une équipe qui est en forme, qui marche, qui gagne parfois, mais on a quand même pas mal de doutes. Voilà, donc on va en parler, on va parler avec mes copains Najim et Dini. Bonjour. Salut Romain, salut Elton, salut aux socios. Fallait qu'on en parle. Faut qu'on en parle. Parce que... C'est très bizarre comme situation. Oui, parce que l'Angleterre est premier de sa poule. L'Angleterre est bien partie quand même, je pense, pour terminer premier de sa poule, parce qu'ils vont jouer contre la Slovénie lors du 3e match. Mais on a quand même vu un match assez inquiétant face au Danemark, donc il y a quand même pas mal de choses à dire. Elton Mokolo, bonjour. Bonjour Romain, bonjour Najim, bonjour à toutes les personnes qui vont regarder cette vidéo. Ça va? Écoute, ça va très bien. Ouais. Oui. T'as l'air très solennel dans ton... Oui, très solennel, parce que si tu veux, on parle de l'Angleterre, Buckingham Palace. Ah oui, donc, bien sûr. On doit avoir une forme de gravité quand on parle d'Angleterre. God Save the King, ça. God Save, évidemment. Ouais. T'es déjà allé à Buckingham Palace? Ouais, bien sûr. T'en as pensé quoi? D'ailleurs, j'ai quelques jours de repos seulement entre l'Euro et les Jeux Olympiques. Et je pense que j'ai envie de les passer à Londres. Ça, c'est bien ça. J'ai des amis qui habitent là-bas. Faut que j'y retourne. Ouais. Franchement, c'est top. Top ville, Londres. Il fait froid, mais c'est top. L'Angleterre. Je disais, c'est une situation spéciale. C'est une situation spéciale parce que l'Angleterre, effectivement, tu le disais, Najim est première de sa poule. Victoire au premier match contre la Serbie, 1-0. Bon, on a vu que la Serbie, c'était pas si ouf que ça. Par la suite, match nul face au Danemark, qui a la manière, on va parler. Et au cœur de toutes les critiques qu'il peut y avoir pour l'Angleterre, il y a Gareth Southgate. Il faut parler de Gareth Southgate parce qu'on a l'impression que tout lui est dû. Alors, est-ce juste, est-ce injuste? On va pouvoir en parler dans cette émission. Mais on a l'impression, Najim, qu'il porte la responsabilité de tout ce qui se passe autour, et surtout de ce qui se passe pas bien, autour de cette équipe anglaise. Mais tu sais, quand il y a quasiment toute l'équipe qui passe au travers, c'est que généralement, c'est le collectif qui ne va pas bien. Et je dis souvent que le garant du collectif, c'est le sélectionneur. Le sélectionneur s'appelle comment? Southgate. Donc c'est forcément que les yeux sont rivés sur lui, parce que quand tu prends la confrontation contre le Danemark, franchement, hormis Marc Guéhi, qui j'ai trouvé est sorti un petit peu du lot, j'ai trouvé que tous les autres joueurs étaient passés à côté. C'est pour ça que j'ai même pas envie de m'attarder sur les individualités. Oui, Bellingham n'a pas été bon, Declan Rice n'a pas été bon, Bukayo Saka n'a pas été bon, Harry Kane non plus malgré son but. On pourrait parler finalement de toutes les individualités. Comme Phil Foden qui est moins inspiré. Exactement. Et donc pour moi, c'est parce que la personne qui doit mettre en œuvre tout ça a beaucoup de difficultés. Moi, ce que je ne comprends pas, c'est lorsque vous avez des joueurs dans votre équipe avec autant de qualité technique, des Foden, des Saka, Foden et Saka qui sont des joueurs qui aiment bien recevoir le ballon dans les pieds. Tu fais le choix de mettre Alexander-Arnold au milieu de terrain aux côtés de Declan Rice. Alexander-Arnold, ça reste quand même un joueur de ballon. Si tu le mets à côté de Declan Rice, c'est pas parce qu'il a un gros volume de jeu, c'est parce qu'il a une belle qualité de passe, c'est parce qu'il a un très bon pied droit, parce qu'il est capable de trouver des transversales. Quand tu as autant de joueurs techniques, autant de joueurs de ballon, et que finalement tu laisses le ballon au Danemark, moi j'ai beaucoup de mal à comprendre en fait la philosophie de jeu. Tu as dans ton effectif des joueurs pour pouvoir jouer dans le camp adverse, pour pouvoir presser, pour pouvoir pratiquer un jeu de position. Quand moi je vois ce que fait l'Allemagne et ce que fait l'Espagne depuis le début du tournoi, et qu'à côté de ça je vois que l'Angleterre abandonne le ballon à l'équipe du Danemark avec tous les joueurs que j'ai pu citer, j'ai beaucoup de mal à comprendre. Tu sais, il y en a certains qui font le parallèle un peu avec l'équipe de France de Didier Deschamps en 2018. Mais l'équipe de France de Didier Deschamps en 2018, il y avait au moins une cohérence. C'est-à-dire que sur le terrain, tu avais des joueurs qui accompagnaient les idées de jeu de Didier Deschamps. Un Blaise Matuidi qui jouait ailier gauche, des latéraux qui étaient des défenseurs centraux de formation, Benjamin Pavard et Lucas Hernandez. Donc finalement, il y avait une cohérence à, de temps à autre, laisser le ballon à l'adversaire. Là, il n'y a pas autant d'arguments pour l'Angleterre. Tu joues avec des offensifs, tu mets ton quatuor de dingue là devant, et tu peux interchanger, tu peux faire rentrer des mecs qui ne fait pas rentrer d'ailleurs, Cole Palmer, enfin des mecs comme ça là, et tu joues à contre-nature en fait de ces joueurs-là. C'est ça, et c'est ça que j'ai du mal à comprendre. Qu'on laisse le ballon à l'adversaire, parfois ça peut se comprendre. Mais moi, quand je vois l'équipe qui est alignée sur le terrain, et notamment le choix fort Alexander-Arnold, c'est un choix fort de la part de Southgate de le mettre au milieu de terrain aux côtés de Declan Rice. Quand tu fais ce choix-là et que derrière, finalement, tu joues complètement à contre-nature, forcément, moi, mes yeux sont rivés sur Southgate et je suis très déçu. Et surtout,
j'ai du mal à comprendre ce qu'il est en train de réaliser. On va y revenir parce que, comme vous l'avez vu, il y a plusieurs thématiques qui peuvent revenir sur le débat Southgate. Là, Najim a un peu amorcé le débat du jeu, mais il peut y avoir le débat du coaching, il va y avoir aussi le débat peut-être un peu antérieur dans le coaching de la liste et de la possibilité pour cette équipe d'Angleterre qui fait partie des favoris, qui était dans l'équipe qui avait la cote la plus basse avant le début de la compétition. La question de savoir si avec cet entraîneur-là, c'est possible. Est-ce que l'Angleterre peut gagner cet euro-là? Juste pour revenir sur la question initiale, Elton, est-ce que tu penses que c'est logique, que c'est normal que Southgate cristallise autant toutes les critiques? Tu sais, mon cher Romain, il y a 6 ans, il y a la BBC qui a sorti un très bon documentaire, Managing England, The Impossible Job, qui retraçait les séries des déconvenus. Tu peux me la refaire là, parce que ton accent... alors moi, je suis français. Managing in quoi? C'est Managing England. Managing England. Managing England, The Impossible Job. Donc, c'est un documentaire qui retrace... Donc, manager l'Angleterre, le métier impossible. Le métier impossible qui retraçait les déconvenus des différents sélectionneurs, où tu as Ericsson à l'époque, Capello qui avait été interrogé. En gros, ça disait que derrière le poste de Premier ministre à Downing Street, c'était le job le plus compliqué au Royaume-Uni. Gareth Southgate est confronté à ça aujourd'hui. Gareth Southgate est confronté à ça parce qu'à partir du moment où, depuis 2016, il a d'abord suscité l'espoir avec cette demi-finale en 2018, qu'il ne faut pas l'oublier, était le premier gros résultat de l'Angleterre. Il faut savoir qu'ils n'étaient pas retournés dans le dernier carré de la Coupe du Monde depuis 90. Et puis l'espoir, il y a eu de la déception avec cette finale à Wembley. Et là, on est sur une pression qui est encore plus grande parce que le poids de l'histoire se fait ressentir sur l'Angleterre, à savoir, il faut rapporter un titre. Parce qu'on met en avant le fait que l'Angleterre est une équipe, est un pays qui recommence à gagner avec ses sélections jeunes, avec ses clubs, évidemment Manchester City, qu'il y a une génération qui est vraiment très importante. Et à côté de ça, c'est une équipe qui ne gagne pas. Et aujourd'hui, on est sur une pression. Et ça, c'est pas que spécial à Southgate. C'est pas que spécial à Southgate, mais aujourd'hui, Southgate, il y a aussi l'usure du poste, parce qu'il est là quand même depuis 2016. Depuis 2016, donc c'est quand même 8 ans de règne. C'est 8 ans de règne, donc c'est énorme. Pour voir ce qu'on voit, c'est énorme. C'est énorme pour un sélectionneur anglais. Et aujourd'hui, il cristallise beaucoup de critiques, beaucoup de rancœur à partir du moment où, dès la confection de sa liste, c'est inquiétant. C'est inquiétant parce que moi, je l'ai dit et je le redis encore plus. Après ce que j'ai vu cet après-midi, ça m'a conforté dans ce choix. C'est une liste démagogique et qui ne fait pas sens. Qui ne fait pas sens par rapport à la réalité de cette équipe anglaise. Et aujourd'hui, j'ai le sentiment que cette équipe anglaise n'en est pas une. C'est un amas d'individualité qui est juste en attente de l'homme providentiel. L'homme providentiel qui pourrait être Jude Bellingham, comme ça l'a été sur le premier match avec son but contre la Serbie. Mais encore une fois, le football, ça reste un sport collectif et ça ne suffit pas. Donc moi, j'ai le sentiment que l'Angleterre, qui est la favorite du tournoi avec l'équipe de France, est aussi une équipe qui a la portée de n'importe qui. Et j'insiste là-dessus, de n'importe qui. Il y a plusieurs... si on revient, parce que si on y va par étapes, j'aimerais qu'on parle... Donc là, Elton a un peu amorcé la liste, tu as un peu amorcé le jeu. On va parler aussi du coaching ou du non-coaching dans le 11 et dans les changements qu'il peut faire par la suite. Mais juste sur la liste, c'est vrai que cette liste, elle est un peu bizarre quand même. Il y a le fait qu'il y ait un seul latéral gauche de formation. Qui sera pas là avant les 8e de finale. Luke Shaw, on ne sait pas quand est-ce qu'il... Ouais, voilà, si Luke Shaw, quoi. Mais un seul, donc en plus fragile. Il y a quelques incohérences aussi, des choix sur la forme du moment, mais pas tant que ça, parce que forme du moment, oui, mais Jadon Sancho, non. Enfin, il y a plein de trucs comme ça qui sont un peu bizarres dans la liste de Southgate. Moi, pour être honnête, la liste, elle m'avait pas forcément choqué dans le sens négatif. Je suis obligé de la relier au jeu, en fait. À partir de moi, franchement, je pensais que l'Angleterre allait essayer d'amorcer un changement dans sa manière de jouer, parce que sur les derniers matchs amicaux, j'avais trouvé que l'Angleterre essayait quand même de jouer au football. Ça avait été le cas face à la Belgique, même si c'était une configuration un peu particulière, parce que l'Angleterre était menée au score, donc forcément, il devait faire le jeu. Ça avait été plus ou moins le cas contre le Brésil. Ça n'avait pas été un bon match de la part de l'Angleterre, mais en termes de possession de balle, en termes de l'équipe qui prenait en main le jeu, c'était plutôt équilibré. Donc je me suis dit qu'avec en plus cette volonté aussi de Southgate de mettre Alexander-Arnold au milieu de terrain, pour moi c'était des signes qui me laissaient penser que l'Angleterre allait essayer de faire le jeu, allait essayer de s'installer dans le camp adverse. Et pour moi, cette liste, avec cette idée-là,
ça pouvait coller. Parce qu'avoir des joueurs comme Foden et comme Saka sur les côtés, avec en sortie de banc, des joueurs comme Eze ou Bowen qui peuvent, je pense, être intéressants dans ce registre-là, je trouvais que ça avait du sens. Mais c'est vrai que si l'Angleterre cherche à laisser le ballon à l'adversaire et à piquer en contre, c'est vrai que là, pour le coup, il y a un point d'interrogation. Pourquoi les joueurs de profondeur? Il n'y a pas les profils pour ça. Bah oui, pourquoi les joueurs de profondeur type Rashford? Moi, à la base, Rashford, je le voulais pas dans la liste. Mais si tu joues comme ça, prends Rashford. Exactement. Si tu joues comme ça, si tu veux vraiment laisser le ballon à l'adversaire et essayer de piquer en contre, bah dans ce cas-là, Marcus Rashford, fallait l'appeler. Ça n'a pas de sens dans ce cas-là de ne pas l'appeler. Donc c'est pour ça que moi dans une première réflexion, j'ai considéré la liste plutôt bonne, mais quand je vois comment l'Angleterre joue, je me pose des questions. Je me demande véritablement, si c'était pour jouer de cette manière-là, les joueurs que tu as appelés, il y en a certains peut-être que tu aurais dû rappeler. Pas tous, t'as mais peut-être vraiment le d'autres. sentiment qu'il y a beaucoup de joueurs qui sont utilisés à contre-emploi, c'est-à-dire que Trippier, il est davantage utilisé comme un latéral qui sera derrière le ballon, alors qu'on sait qu'il a une bonne qualité de pied. Foden, on lui demande de travailler sur la largeur, alors que Foden, il ne fait pas ça du côté de Manchester City. Tu pourrais aussi ajouter le cas Alexander-Arnold, qui est un milieu de terrain, mais encore une fois, milieu de terrain. Moi, je dis toujours que Trent Alexander-Arnold est un latéral droit déguisant milieu de terrain. Mais à Liverpool, on le voit. Mais c'est pas un milieu de terrain. Mais c'est pas un milieu de terrain parce qu'il est tributaire du mouvement. À Liverpool, il est tributaire du mouvement parce qu'à Liverpool, il y a beaucoup de courses vers l'avant, il y a beaucoup de verticalité qui fait que Trent Alexander-Arnold, il a beaucoup de mouvements autour de lui, donc beaucoup d'options de passe. Du côté de l'Angleterre, à partir du moment où c'est des joueurs qui demandent principalement dans les pieds, ou en gros, celui qui a la seule permission d'attaquer l'espace, c'est Bellingham. Comment tu veux qu'un joueur comme Alexander-Arnold il puisse bénéficier de ce contexte? J'ai le sentiment que ce joueur appauvrit, j'ai le sentiment que ce contexte collectif appauvrit tous les joueurs. Et ça, c'est problématique. C'est problématique parce que à partir du moment où tu n'as pas des réflexes collectifs, des repères collectifs, aussi bien sur les temps forts que sur les temps faibles, tu ne vas pas pouvoir agir en tant qu'équipe. C'est des réflexes individuels qui vont prédominer. Moi, il y a une action qui est éloquente, mon cher Romain. C'est à la 40e minute où tu as le run de Phil Foden. T'as le run de Phil Foden et il oublie Harry Kane. Ça, c'est une réaction à l'orgueil. C'est une réaction à l'orgueil parce qu'il décide de prendre le ballon. Il va. Bon, allez, vas-y, il n'y a rien. Il va être animé par une perspective individuelle et il en oublie Harry Kane. Mais ça, c'est la résultante de quoi? C'est la résultante d'un réflexe individuel, pas collectif. Parce que si tu as des réflexes collectifs, notamment sur les temps forts, tu sais quand tu vas aller presser ton adversaire, tu sais quand tu vas devoir reculer. Et de la même manière sur les temps faibles, tu sais quand il va falloir limiter, entre guillemets, ce temps faible. Et ça, l'Angleterre ne l'a pas aujourd'hui. Vas-y. Ouais, ce que j'allais dire, c'est que effectivement, ça pose question sur les derniers matchs de l'équipe d'Angleterre. Qu'est-ce qu'ils ont préparé finalement depuis la Coupe du Monde? Parce que justement, pour qu'un collectif puisse émerger, ça se travaille. Et j'ai l'impression qu'effectivement, il n'y a pas grand-chose qui a été travaillé. Mais par rapport au fait que tu as certains joueurs qui sont à contre-emploi, je fais un pas de côté. Pourquoi? Parce que on remarque quand même qu'en sélection, tu as beaucoup de joueurs qui ont su briller avec leur sélection à des postes qu'ils n'occupaient pas forcément en club. J'en ai certains en tête. Mesut Ozil, lors de la Coupe du Monde 2014, il jouait quasiment comme ailier droit, alors qu'il avait plutôt l'habitude de jouer dans l'axe en club, du côté d'Arsenal. Lors de la dernière Coupe du Monde, McAllister, il s'est épanoui dans un poste d'ailier gauche, alors que du côté de Brighton, il jouait dans l'axe. Pour parler de l'équipe d'Angleterre, si on remonte à l'Euro 2004, Paul Scholes, qui avait l'habitude de jouer milieu relayeur avec Manchester United, jouait ailier gauche avec l'Angleterre. Alors l'Angleterre avait été éliminée en quart de finale, mais Paul Scholes avait été l'un des meilleurs joueurs de la sélection. Donc c'est pour ça que je ne veux pas non plus protéger non plus les joueurs. Bon, tu parlais tout à l'heure de Matuidi ailier gauche. Il a pas fait ça. Il a fait ça qu'en équipe de France, mais exactement. Mais voilà, tu veux dire que ça arrive de devoir s'adapter à ce moment-là. Exactement. La sélection, c'est réussir à s'adapter à l'inconfort. C'est pour ça que Phil Foden, effectivement, ne joue pas souvent à gauche, ou en tout cas cette saison, il s'est plus épanoui soit dans un rôle axial, soit dans un rôle plutôt d'ailier droit du côté de Manchester City. Mais il y a un moment, il ne faut pas non plus lui trouver des excuses par rapport à ça. C'est pas seulement parce que Phil Foden joue à gauche et qu'Alexander-Arnold joue au milieu de terrain que cette équipe d'Angleterre ne fonctionne pas. Najim évoque un point intéressant, ça pose question notamment sur le leadership, parce qu'on est quand même dans le pays des skippers, on est dans le pays de Tony Adams, des joueurs qui ont été très importants, des David Beckham, des Sol Campbell. Et moi j'ai le sentiment, quand je vois ces joueurs, j'ai le sentiment qu'en gros, il faut leur apporter leur pudding
à 9h du matin. En gros, il faut que tout soit prêt, il faut que tous les éléments soient bien précis pour qu'ils puissent performer. À un moment donné, Najim l'a dit, la sélection, encore plus avec la sélection anglaise, c'est justement une sélection naturelle où il faut être en capacité de s'imposer. Et moi, j'ai le sentiment, quand je regarde ce qui s'est fait sur le terrain et quand je regarde aussi les déclarations en après-match, il n'y a pas un leadership qui ressort. Qui se dégage, et moi, je vais te dire un truc, Romain, et c'est là où je suis très inquiet, notamment dans la perspective de la sélection anglaise, parce que moi, j'ai un parallèle qui est tout établi. J'ai un parallèle avec l'Argentine de Messi avant qu'il remporte les compétitions. C'est-à-dire qu'en gros, on a une grande nation en quête d'un retour de succès qui n'y arrive pas. Alors qu'on leur dit, vous avez une génération qui est extraordinaire. Tous les ans, on vous dit, là, la compète, là, vous êtes favos. En fait, vous êtes favos. Compétition après compétition, et ben, le poids des échecs se fait ressentir. Et là, moi, j'ai quand même vu des déclarations surréalistes, alors que, faut quand même le préciser, l'Angleterre est quand même première de sa poule, a besoin, entre guillemets, dans l'absolu, d'un point pour valider sa première place. Sauf, entre guillemets, gros résultat du Danemark. J'ai quand même vu des déclarations de Gareth Southgate qui disaient qu'en gros, il a fait un meeting avant la rencontre face au Danemark, pour expliquer aux joueurs, bon les gars, éloignez-vous des réseaux, éloignez-vous de tout ce qui se dit dans la presse. Et après le match, t'as Kyle Walker qui se présente et qui explique, ouais, faut quand même être positif, on est leader. Mais à côté de ça, il te dit, c'est difficile d'évoluer dans cet environnement hostile. Moi, je te dis aujourd'hui, mon cher Romain, l'Angleterre de Gareth Southgate est dans un état avancé, entre guillemets, d'usure mentale. Et ça, c'est quelque chose qui est très important. Moi, c'est une équipe qui est au bord du précipice. Alors, on a parlé effectivement un peu du mental, on a parlé de la liste du jeu. Faut juste, avant qu'on se pose la question de la suite de la compétition, j'aimerais juste parler un peu du coaching. Alors, on vous a montré la composition d'équipe face au Danemark, ça tombe bien, c'est la même que face à la Serbie, parce qu'il n'y a pas eu de changement entre les deux. Mais on en parlait en antenne, Najim fait cocasse, début de seconde période, 2 fois le même changement. Ouais. Tu sors, alors c'est pas à la mi-temps, mais c'est genre quelques minutes après la pause. 53e, je crois. Tu sors Alexander-Arnold. Ça veut dire que après le premier match, tu peux estimer t'être trompé sur Alexander-Arnold. Moi, voilà, tu sors à la 53e. Bon, ça tombe bien, ok. Deuxième match, tu le remets. Et tu te rends compte en fait que non, en fait ça marche pas. Et donc tu le ressors à la 53 ou 54, un truc dans ce genre là. Et puis il y a aussi tous on fait 3 changements d'un coup. Il a changé son trio d'attaque. Non, mais Romain, t'enlèves tout le monde d'un coup à la 69e. Tu sais Romain, je vais m'avancer. Mais aujourd'hui, moi, je vais te dire, les choix qui ont été... Ça fait le mec perdu quand même. Non, je vais te dire, les 4 choix qui ont été faits, c'est les choix d'un entraîneur qui n'est pas courageux et qui veut pas trancher. Pourquoi je vais te dire ça? Parce que le fait de sortir Alexander-Arnold 9 minutes après le début de la seconde période, ça te fait dire quoi? Tu aurais pu sortir à la mi-temps. Tu as vraiment besoin de 9 minutes pour te convaincre que ce joueur ne fait pas l'affaire sur cette rencontre. Genre, tu lui as donné une consigne et en 9 minutes, tu l'as pas appliqué. Et surtout, le pire qui arrive, c'est le triple changement. Il fait sortir Kane, il fait sortir Foden et Saka. Qu'est-ce que ça veut dire? Parce qu'il sait très bien, il sait pertinemment qu'ici sort Foden, l'actualité va se polariser sur Phil Foden. Et il ne peut pas sortir le seul Foden parce qu'un jour avant, il t'explique que Foden, il le dit devant les yeux de l'Angleterre, que Phil Foden a fait un match extraordinaire, et je dis bien un match extraordinaire contre la Serbie. C'est des choix qui sont démagogiques parce que le fait de sortir les 3 joueurs, en gros, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème parce que, en fait, la presse ne pourra pas dire ouais, mais pourquoi il a sorti lui? Parce que, en gros, c'est le joueur qui a été ciblé parce qu'il est passé à côté. Il sort les 3 parce qu'il se ménage une paix sociale. Ça, c'est mon problème avec Southgate. C'est un entraîneur qui ne veut pas trancher. Parce que sa liste, pourquoi je dis que sa liste est démagogique? Parce que parle bien de ton micro, hein, parce que tu t'énerves et tout. Non, mais parce que sa liste, pourquoi elle est démagogique? Parce qu'il s'est retranché derrière les états de forme de Marcus Rashford. Mais le plus facile, c'est de sortir Rashford parce qu'il n'est pas bon avec Manchester United. Mais là, va arriver les choses difficiles parce qu'aujourd'hui, factuellement, ton équipe ne fonctionne pas. Et vu que ton équipe ne fonctionne pas, à un moment donné, il va falloir expliquer peut-être au meilleur joueur du championnat d'Angleterre, mais tu fais pas de l'affaire, mon coco. Ou alors, il va falloir expliquer au joueur d'Arsenal, Bukayo Saka, peut-être que tu fais pas de l'affaire.
À moins que peut-être que ce soit le capitaine de la sélection anglaise. Harry Kane, tu fais pas l'affaire. Mais ça, il va falloir trancher. Il va falloir assumer devant l'opinion publique. Et aujourd'hui, Southgate, c'est un entraîneur qui ne veut pas le faire. C'est pour ça qu'il s'est ménagé une porte de sortie en sortant les 3. Ça m'a fait penser à Belmadi avec l'Algérie. Arrête de taper sur la table là, comme ça. Là. Déjà, nous, on t'a rien fait. Et en plus, ça s'entend dans le micro. Non, mais ça m'a fait penser avec Belmadi qui, sur un match contre Burkina Faso, il te sort Mahrez et Belaïli. Parce qu'en gros, il voulait pas de polémique. Ouais, c'est la même pas chose. l'un plus l'autre, tu vois. C'est tous ensemble. Ouais. Mais c'est un entraîneur qui ne tranche pas. Alors, Elton, il interprète ça comme un entraîneur qui veut pas c'est faire vrai, de je suis un choix. peu énervé là. Je vois ça. Mais est-ce que tu le ressens comme ça ou plus comme un... Mais il est perdu, quoi. Il est perdu, vas-y, ça marche pas devant, je change les 3. Moi, je pense qu'il y a un peu des deux. Je pense que l'analyse d'Elton, elle est intéressante et elle se tient. Moi, ce que j'ai pas compris, c'est que tu es en train de faire 1-1, t'arrives pas à avoir le ballon, tu sors Alexander-Arnold pour faire rentrer Conor Gallagher, qui est justement Conor Gallagher plus un joueur qui va avoir un gros volume de jeu, qui va être capable de te récupérer des ballons, mais c'est pas forcément celui qui va te permettre de ressortir les ballons. Donc en fait, il y a parfois des changements que tu as du mal à comprendre. Tu sors Alexander-Arnold, ok, qui fait pas l'affaire, mais bon, pourquoi plutôt un Gallagher plus qu'un Mainoo? Moi, j'aurais plus vu un Mainoo rentrer sur cette rencontre-là. Et puis sur les trois offensifs, je pense qu'il y a du vrai dans ce que dit Elton. Tu veux sortir les 3 pour ne pas créer de polémique. Tu fais rentrer des joueurs. Moi, il y a certains joueurs qui sont rentrés. Pourquoi pas Cole Palmer? Cole Palmer, quand même, qui a terminé 2e meilleur buteur de Première Ligue, qui a réalisé une belle préparation. Cole Palmer, ça a été l'un de ceux qui a gagné des points lors des matchs de préparation. Et malheureusement, pour le moment, il a joué 0 minutes. Ouais, il a pas joué encore. 0 minutes, Cole Palmer. Franchement, pour ceux qui ont suivi la Première Ligue, c'est inimaginable de le voir avoir disputé 0 minutes pour le moment. Et puis surtout, dans ce début de tournoi. Une déclaration surréaliste, je suis tombé de ma chaise, c'est en zone mixte. T'as Southgate qui t'explique que l'Angleterre a du mal à trouver un remplaçant naturel à Calvin Phillips. Ouais, mais ça va alors moi je suis arrivé, je me suis dit, j'ai regardé la Coupe du Monde 2022 et Calvin Phillips était dans le groupe, il était déjà remplaçant. Donc t'es en train de m'expliquer. En fait, il t'a dit en gros que Alexander Arnold, là après le Danemark, il a dit c'est comme une expérimentation. Quoi. Ouais, mais à la limite, je souscris. Expérimentation. Non, mais à la limite, je souscris si Calvin Phillips avait été un titulaire important lors de la Coupe du Monde 2022. Mais déjà, il était remplaçant. C'est que tu avais déjà envisagé une Angleterre sans lui. Ça fait 4 ans. Oui, ça fait 4 ans. Et là, tu es en train de m'expliquer. 3 ans depuis l'Euro. Tu es en train de m'expliquer que 3 ans après l'Euro, où Calvin Phillips, pour le coup, il avait été bon. Ça, il faut quand même le préciser. Tu n'as toujours pas trouvé de remplaçant naturel. Aujourd'hui, moi, j'ai la caméra devant moi, mais l'Angleterre est dans un Titanic. Reste à savoir si Southgate, il va faire le coup de volant décisif pour éviter l'iceberg. Parce qu'aujourd'hui, il est question de ça. C'est ça, en fait, c'est vraiment ça. C'est que là, je trouve que la métaphore du Titanic est plutôt bonne parce qu'on est dans un cadre qui paraît bon, premier 4 points, voilà. Ouais. Mais on sent qu'il y a l'iceberg devant là. Clairement, on sent que ça va droit au mur. En fait, on le voit tous que ça va se cracher, on ne sait pas comment, on ne sait pas quand, mais on sent que voilà. Est-ce que si on se projette là-dessus, Najim, toi je sais que tu mettais l'Angleterre parmi les favoris, peut-être le favori. Bien sûr. Est-ce que tu sens cette équipe-là capable de faire quelque chose avec ce sélectionneur-là? J'ai de plus en plus de mal à y croire, maintenant, faut être honnête. Je parle dans la vie. Bien sûr, bien sûr. Bien sûr, j'ai de plus en plus de mal à y croire parce que franchement, le fossé avec ce que propose l'Espagne et l'Allemagne, il est abyssal. Quand tu vois ce qu'a été capable de faire l'Espagne contre l'Italie, quand tu vois ce qu'a été capable de faire l'Allemagne sur les 2 premiers matchs, tu te dis quand même il y a un immense fossé et surtout, on n'a pas forcément vu des signes contre le Danemark où on s'est dit tiens, l'Angleterre va être capable comme ça de changer d'un match à l'autre complètement sa philosophie de jeu. Moi sincèrement, si l'Angleterre reste dans cette posture de laisser le ballon à l'adversaire et d'essayer de jouer en contre, encore une fois, je le dis, je le répète, je pense qu'ils n'ont pas forcément les joueurs pour pouvoir jouer ce football-là. Pour moi, l'Angleterre, normalement, ça devrait être une équipe qui doit être capable de jouer quasiment de la même manière que l'Allemagne ou l'Espagne. Ils ont les éléments pour presser, pour s'installer dans le camp adverse et pour pouvoir faire mal à l'adversaire sur 90 minutes. Ils ont des joueurs de ballon, clairement. Ils sont plutôt à l'aise quand même. Et puis voilà, c'est beaucoup mieux d'avoir Bukayo Saka et Phil Foden dans les 30 derniers mètres directement en essayant de récupérer le ballon haut que de récupérer le ballon à 70 mètres de ton but. Donc, effectivement, on a vraiment l'impression que cette équipe elle est en train d'aller droit dans le mur. On ne sait jamais, on a parfois eu des surprises assez folles. On en a encore eu une avec la Côte d'Ivoire lors de la Coupe d'Afrique il y a quelques mois. Donc peut-être que dans 2-3 semaines, on dira que l'Angleterre aura remporté l'Euro et on sera tous un petit peu étonnés. Mais pour le moment, c'est vrai qu'on on a du mal à y croire. Et puis Elton l'a dit, il y a aussi cette pression. On ressent quand même que cette équipe d'Angleterre a énormément de pression sur les épaules et qu'ils vont avoir du mal à s'en détacher. On ne se rend pas compte, mais la pression est limite insoutenable.
C'est que là, ils sont au bord de l'implosion. On ne se rend pas compte du poids de l'histoire. C'est que le fait que les joueurs en parlent spontanément en disant t'as encore eu un message de Jordan Henderson qui, même s'il n'est pas dans le groupe, il a dit ouais, faut soutenir cette équipe. On ne se rend pas compte parce que nous, en France, à côté de l'Angleterre, on mange du caviar. Ouais, Mais gentil, eux, année après, gentil, hein. année après année, 66, on leur rappelle tous les jours. Et donc, j'ai quand même envie d'être un peu positif parce que va y avoir la réalité d'un tournoi éliminatoire à partir des 8e. Et moi, j'ose espérer que Southgate sera en capacité de trancher. Mais il va falloir faire des choix d'hommes. Parce que là t'as l'impression que c'est le même de Benzema avec Ferland Mendy, là. Il joue contre nous. En fait, il y a des choix. Et c'est un entraîneur qui ne veut pas trancher. Ouais, et puis j'insiste aussi que si on prend vraiment ce qui s'est passé depuis la Coupe du Monde, moi je me souviens des 2 matchs contre l'Italie lors des qualifications, notamment le premier, c'était il y a un certain temps, c'était au mois de mars 2023. C'était à Naples, ouais. Tu mènes 2-0 à la mi-temps, en seconde période, tu fais 0 tir. Et l'Italie, après, de 65% de possession de balle. Donc en fait, déjà à cette époque-là, il y avait ce double visage de l'Angleterre. La notion de. Parce que c'est aussi un peu ça qu'on a vu aujourd'hui face au Danemark, c'est que tout le score. Puis c'est le fin du match. Oui, non, mais en fait, il n'y a pas de. Ouais, comme si tu avais vraiment peur de concéder un but, que tu voulais absolument défendre ta surface de réparation et rester en bloc dans ta moitié de terrain. Non, je suis désolé. Je pense aujourd'hui, quand moi je vois encore une fois les qualités des joueurs de l'Angleterre, tu ne dois pas jouer de cette manière-là. Et si tu continues à jouer de cette manière-là, tu vas aller droit dans le mur. Alors, encore une fois, il y avait eu un peu de mieux, je trouve, sur les matchs de préparation un peu du mois de mars, avec ce match contre la Belgique où tu fais 2-2. Mais dans le jeu, j'avais trouvé ça bien plus intéressant. Tu te disais peut-être que pourquoi pas on va avoir un petit peu un sursaut d'orgueil de cette équipe d'Angleterre et que ça va mieux se passer pendant le tournoi. Pas du tout. En termes de pression, c'est vrai que ça se rapproche un peu du Brésil finalement. Du Brésil. Brésil, Argentine. C'est ça. C'est une pression qui paraît insoutenable. Et puis, pour rebondir un petit peu sur la déclaration dont tu parlais, où Southgate a déclaré qu'il n'arrivait toujours pas à remplacer Calvin Phillips, en gros, qu'il essayait des choses en gros pour remplacer Calvin Phillips. Et quand même, pendant 2 ans, qu'est-ce que tu as fait? Alexander Arnold, c'est pas une innovation, j'insiste là-dessus, c'est pas une innovation ça de ce tournoi. De maintenant, ouais, il avait tenté déjà Alexander Arnold au milieu de terrain au mois d'octobre, au mois de novembre, il l'a testé également sur les matchs de préparation du mois de juin, et même, je vais vous dire la vérité, moi j'avais trouvé que c'était plutôt une bonne idée, et je l'avais trouvé plutôt bon sur plusieurs de ces matchs-là. Après, bon, dans le lot, il y avait aussi des matchs contre Malte et contre la Macédoine du Nord, où là, pour le coup, tu étais dans le camp adverse, et quand tu joues justement dans le camp adverse... là, il est intéressant. Bah oui, là, c'est intéressant. Là, malheureusement, tu es dans une configuration complètement différente, et sur le match contre le Danemark, franchement, tu te fais balader. Tout le monde, ça court aux 15 bornes. Hein. Ça va te chercher. Je remercie tous les jours le ciel de ne pas m'avoir fait naître anglais. Parce que déjà, moi, je vois comment certains choix de Deschamps avant me mettaient mal. Mais la santé que j'aurais usée si j'avais eu Southgate en sélectionneur, ça aurait été très, très, très compliqué. Gareth Southgate peut-il faire gagner l'Angleterre? N'hésitez pas à nous mettre des petits commentaires des petits commentaires pour avoir vos avis sur justement cette Angleterre de Gareth Southgate. Juste avant de terminer l'émission, je vais rappeler aussi qu'on est là pour... j'ai oublié de faire le petit rappel, on est tellement dedans avec Gareth Southgate que j'ai oublié de faire le rappel des petits partenaires. Donc on est là avec un bon maillot, on est là avec Winamax. N'hésitez pas à aller voir le site de un bon maillot, c'est important, c'est cool. Ils font plein de petits trucs et on a reçu quelques box là, donc on va pouvoir les refaire gagner dans pas longtemps pour les prochaines émissions. On termine avec Winamax ? Allez, Winamax, on a pris les matchs de dimanche et de lundi pour essayer les premiers 3e matchs de cette Euro 2024. Pour essayer de vous proposer nos paris. On vous rappelle que le jeu comporte des risques. Si vous avez quelconque problème, vous appelez le numéro qui est en dessous. Et puis on remercie Winamax qui est partenaire du Club des 5 depuis très longtemps, quasiment depuis les débuts du Club des 5. Donc merci à Wina de nous soutenir. On y va. Qu'est-ce que vous m'avez choisi? Alors, il y a des matchs du dimanche. Ouais. Toi, vas-y Elton. Je vais quand même être un peu plus positif parce que là, on pourrait penser que j'ai un problème avec l'Angleterre. Et je vais aller sur la rencontre Allemagne-Suisse. Ouais. La rencontre Allemagne-Suisse, je vais aller sur un match nul. Match nul Suisse-Allemagne. Je pense pas que du côté de l'Allemagne, il y aura énormément... Parle bien dans ton micro, Elton. On a l'impression que tu connais pas le Club des 5. C'est à force d'habitude. Alors, je ne pense pas qu'il y aura énormément de rotation du côté de l'Allemagne parce qu'il y a quand même cette première place à aller chercher. Mais j'irai sur un match nul. Parce que je pense que la Suisse est une équipe qui est capable justement de
neutraliser l'Allemagne et que, en gros, chercher la victoire, c'est pas non plus quelque chose de très impératif pour cette sélection allemande. Et je me dis que c'est un nul qui arrangerait les deux équipes. L'Allemagne pour la première place et la Suisse pour la deuxième. La Suisse qui pourrait affronter justement l'Angleterre. Ah ouais, ça peut être marrant ça. Ça peut être pas mal. Ça peut être un beau match. Match nul entre la Suisse et l'Allemagne, c'est à 3,75 pour Elton. Moi, je suis aussi dimanche, je suis l'autre match de ce groupe-là. La Hongrie, ça tape tous les jours l'Écosse. Voilà, c'est à 2,40. La Hongrie, s'ils gagnent ce match-là, ça leur fait 3 points. Donc, il y a un goal average un peu à rectifier pour essayer de faire partie des meilleurs troisièmes. Parce qu'avec la Suisse, avec leur match nul face à l'Écosse, c'est un peu plus compliqué pour la Hongrie de se positionner mieux que troisième. Donc la Hongrie à 2,40, je pense que c'est une équipe qui est supérieure à l'Écosse. Donc là, il y a la carotte d'aller chercher la troisième place. Je pense que ça va le faire et dommage à nos amis écossais qui ont l'hymne qui est le même air que Ô Ville Lumière, le chant du PSG. Mais ça sera terminé. Voilà pour la Hongrie face à l'Écosse. Moi c'est lundi, ouais. Moi c'est lundi et c'est la Croatie. La Croatie qui joue contre l'Italie. Je les vois gagner. La cote est à 3. Elton dit souvent que la Croatie a 7 vies. C'est une équipe qui a mal débuté son tournoi. C'est une équipe qui me fait pas forcément bonne impression. Mais je pense que sur un dernier match comme ça, coup près, ils vont aller chercher leur qualification en l'emportant face à l'Italie. L'Italie qui vraiment s'est fait surclasser face à l'Espagne. Autant j'avais plutôt aimé le premier match contre l'Albanie. Sur la première mi-temps, il m'avait fait forte impression. Autant contre l'Espagne, j'ai trouvé cette équipe complètement amorphe. Et je pense que dans le rapport de force, avec toute la pression que va représenter ce match, la Croatie, avec l'expérience aussi qu'elle peut avoir, va s'en sortir et va l'emporter. Cote à 3, je trouve qu'en plus c'est plutôt bien coté. Toi qui es spécialiste du milieu félin, c'est 7 vies ou 9 vies? C'est 7 vies. C'est bon, parce que tout à l'heure on m'a rattrapé, on m'a pris par le col en disant c'est 9 vies. Ah non, c'est peut-être 9 vies. Non, je crois que c'est 7 vies. Non, c'est 7 vies. Non, c'est peut-être 9 vies. Après, c'est vrai qu'il y a un film de Will Smith qui s'appelle. Et 7 vies, c'est le film. Ah. Mais je crois que c'est 9 vies, t'as raison. C'est peut-être ça. Ah, peut-être. Juste, ça voudrait dire s'il y a victoire de la Croatie face à l'Italie, s'il y a victoire de la Croatie et qu'il n'y a pas victoire de l'Albanie, et après, parce que s'il y a victoire de l'Albanie face à l'Espagne, il va falloir calculer, etc. Mais sinon, ça veut dire qu'après le 3-0 initial, la Croatie finit deuxième de la poule. Et oui. Bah ouais. Et ça ressemblerait beaucoup à la Croatie, justement. On peut pas faire plus Croatie. ça ferait Croatie 2, Albanie 3. Non, Albanie, ça va dépendre du résultat. Et potentiellement. Et l'Italie qui peut sortir. L'Italie peut finir 4ème. Ouais. Attention avec 3 points. Il faudra voir la différence. L'Espagne qui va faire tourner parce qu'ils sont qualifiés sur d'être premiers, etc. Ils jouent contre l'Albanie. S'ils perdent contre l'Albanie et que la Croatie tape l'Italie, ils sont 4ème. Ce serait assez dingue. Et la Croatie, je vous dis, elle adore ce type de match. Ah ouais, mais à 3, elle est très belle la cote. Donc la Croatie à 3 pour Najim, la Hongrie pour moi, et pour toi le match nul entre la Suisse et l'Allemagne. Parce que si je dis pas de bêtises, lors du dernier Euro, la Croatie avait 1 point après 2 matchs. Je sais plus. Mais après, ils sont en 8ème. Ouais, mais ils gagnent 2-1 face à l'Écosse. Merci Najim. Merci à toi, merci aux Merci Elton. C'est un plaisir. Merci à Fares Hachem qui a préparé et réalisé l'émission. Merci à vous les socios. N'hésitez pas à nous mettre des petits pouces bleus, ça nous aide énormément. Merci à nos partenaires, Un Bon Maillot, Winamax. Et puis on va se retrouver très très vite. Il y a des choses qui se préparent, que ce soit sur l'Euro ou en dehors de l'Euro. Salut. On a des interviews et tout, ça va être cool. Ciao tout le monde.